Et on va continuer maintenant avec toi, Pierre, puisqu'on va s'attaquer à 2 films. Des critiques de films, attention, qui seront notés même à la fin. 2 films très différents. Voilà, le premier avec Danny Boone, Superchondriac. C'est ça, Superchondriac, c'est donc la nouvelle comédie de Danny Boone, son 4e film en tant que réalisateur. Donc il y retrouve son compère de Bienvenue chez les Ch'tis, Cadmerade, ainsi qu'Alice Paul, jeune étoile montante du cinéma comique français. Alors comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'un hyperchondriaque maladif, Romain Faubert, Danny Boone, qui à 40 ans vit seul, sans enfant. Son médecin traitant, Dimitri Svenska qui d'ailleurs veut dire Suède, mais bon, ça n'a rien à voir. Dimitri Svenska, Cadmerade, l'encourage et le coach pour trouver la femme de sa vie, afin surtout de se débarrasser de cet ami qui devient de plus en plus encombrant. Bon, vous l'avez compris, c'est pas un scénario qui casse des briques, mais bon, c'est pas très grave, me direz-vous, tant que l'humour est au rendez-vous. Mais l'humour est-il au rendez-vous ? Bon, ça, c'est la question. Ça, c'est la question du film. Avais-tu aimé Bienvenue chez les Ch'tis ? Alors, face au succès qu'il a eu, disons, ça m'a un peu laissé marbre, mais en tant que film, voilà, divertissant, film populaire français, c'était pas trop mal, ouais. C'était beaucoup mieux que... Rien à déclarer. Que rien à déclarer, ouais. On est d'accord. Bon, précisons tout d'abord que dans Superchondriac, on est dans le pur style Danny Boone. C'est pas vraiment de la grande finesse, c'est pas non plus de la grosse vulgarité non plus. C'est de la comédie populaire française. Donc si vous avez aimé Bienvenue chez les Ch'tis, il est probable que vous apprécierez ce film. Sinon, si vous avez Danny Boone, ses mimiques et son surjeu en horreur, passez votre chemin. Car bon, les acteurs ne sont pas très mauvais. Danny Boone fait souvent le guignol et en fait parfois un peu too much. Mais après tout, c'est son style et il n'y déroge pas. Cadmerade, Alice Paul sont bons sans être extraordinaires, mais ils font le job, comme on dit. Alors la première partie du film peine beaucoup, c'est vrai, à nous arracher un sourire. Au début, on peut rire un peu de ce personnage qui a peur tout le temps d'être malade, mais ça reste un effet déjà vu et revu, et ça marche 5 minutes max. Et Danny Boone l'a bien compris, puisque dans la seconde partie du film, son hyperchondrie ne devient qu'un ressort comique et dramatique plutôt secondaire. Et le film se concentre sur un humour de situation basé sur la confusion et le quiproquo. Certes, un humour maintes fois également vu et revu, mais globalement toujours efficace. En gros, à un moment, Romain, donc Danny Boone, est amené à accompagner son pote le docteur Dimitri, donc Cadmerade, à une mission de Médecins sans frontières qui consiste à aider des ressortissants d'un pays d'Europe de l'Est imaginaire, un ersatz du Kosovo, le Tadjikistan ou un truc comme ça. Bref, un pays d'Europe de l'Est en guerre civile où on parle d'une espèce de russe bizarre. Bon, divers péripéties, passons, il se trouve que Romain, Danny Boone, échange malencontreusement ses papiers avec ceux du leader de la révolution tadjikistanaise, Anton Miroslav, symbole ultime de virilité, complète opposé de Danny Romain Boone. Et bien sûr, Romain va utiliser ses papiers pour se faire passer pour Anton Miroslav afin de séduire une femme. Bref, ça donne lieu à plein de situations comiques qui sont parfois drôles, même si elles n'ont rien en soi de vraiment révolutionnaire. Bon, pas grand chose à dire de plus, ça reste un film complètement centré sur le personnage joué par Danny Boone, donc il faut vraiment aimer Danny Boone. C'est plus drôle que Rien à déclarer, son précédent film qui était d'une lourdeur extrême. C'est à peu près, je dirais, du niveau, peut-être un peu moins bien quand même que Bienvenue chez les Ch'tis, qui n'était pas non plus le plus grand film comique de tous les temps, mais bon, qui faisait passer un bon moment. Après, il y a quelques rôles secondaires clin d'œil assez sympas, comme Bruno Locher, Valérie Bonneton, dont on parlait tout à l'heure, et surtout Stéphane de Groot, l'humoriste spécialiste des jeux de mots, qui travaille à Canal+, à RTL notamment, et qui a un rôle qui est malheureusement un peu rare dans ce film, mais qui est plutôt pas mal. Bon, voilà, comme on dit, c'est un film sympa à regarder à la télé quand il n'y a rien d'autre, et qu'on ne veut pas trop réfléchir. Après, se précipiter au cinéma pour voir ça, bof, à moins d'être vraiment fan de Danny Boone. Bon, je lui mets un 6 sur 10. Il vient d'improviser la note en direct en fait. Non, j'avais noté, mais je jouais l'improvisation. C'est vrai. Oh là là, mais quel talent. Ouais, allez plutôt voir Pierre Charpilloz que Danny Boone. 6 sur 10. Bon, ça dépend si vous aimez Danny Boone, si vous aimez Bienvenue chez les Ch'tis, etc. Vous avez envie un peu de rigoler. Voilà, bon, c'est pas... Le public est ciblé pour ce genre de film. C'est ça, ouais. Moi, j'étais à l'avant-première, il y avait énormément de monde, et c'est vrai que ça rigolait bien quand même dans la salle. Ça rigolait beaucoup plus souvent que moi. Il y a des choses qui moi, ils me faisaient pas trop rire que voilà, les gens riaient. Donc ça dépend. Si on est bon public, ça passe. On peut pas être fan de Stanley Kubrick et de Danny Boone en même temps.
Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis J'ai sûr lancé- que j'ai lancé- Kubrick j'ai lancé aurait le débat, j'ai rêvé lancé à le débat. travailler avec Danny Boone. Non, mais je dis ça- ça par provocation, c'est pour rigoler. Bien Tout évidemment à fait que si. possible. Ouais, Kubrick a beaucoup travaillé avec des acteurs d'humour, hein, notamment dans Docteur Folamour, qui est un Oui. excellent film comique. Non, mais c'est bien, c'est pour rigoler que je dis ça. C'est bien pour ça que notre émission s'appelle Cinéphage On aime tout le et non cinéma. pas cinéphile. Exactement. Voilà, On mange de cinéma. exactement. Et on va en manger un autre film, là. Beaucoup de bruit pour rien. Voilà, c'est l'autre film que j'ai vu cette semaine. Beaucoup de bruit pour rien. Much Ado About Nothing, réalisé par Joss Whedon. Bel accent. Bon, Ouais, bref. c'est pas- Shakespearien. Ah oui, il y a quelque Réalisé par Joss Whedon, d'après donc la pièce de Shakespeare. Alors Joss Whedon, vous le connaissez peut-être, c'est le créateur des séries Buffy contre les vampires ou Angel, c'est le scénariste de Ouais. Toy Story, de l'Atlantide, l'Empire perdu ou encore d'Alien la Résurrection, c'est des choses très différentes. Et puis c'est le réalisateur de Serenity et plus récemment d'Avengers. Voilà, troisième plus gros succès de l'histoire du cinéma. Avengers était. Très très bon film. Très très bon film, ouais. Il était très bon. Il était scénariste sur Avengers ou réalisateur? Réalisateur, c'est le réalisateur d'Avengers. Réalisateur, ok. Et réalisateur du prochain aussi, Age of Ultron. Yeah! Voilà. Bel Bon, accent, encore une fois. Ah ouais. Chapeau l'artiste. William Ultronien. is with us. Bref, c'est vraiment l'archétype du réalisateur d'Hollywood. C'est un réalisateur d'Hollywood talentueux, on l'a dit, hein, car les films qu'on a cités sont loin d'être des navets, aussi bien ceux qu'il a scénarisés que ceux qu'il a réalisés. Bref, en tout cas, après le tournage d'Avengers et avant d'attaquer la post-production, Joss doit prendre quelques vacances. Voilà, c'est spécifié dans son contrat. Alors, il rentre chez lui, il va dans sa villa de Los Angeles avec sa femme Kai Cole, qui est productrice exécutive, et il se demande qu'est-ce qu'il pourrait bien faire. Alors, il se trouve que lui et sa femme sont tous les deux super méga fans de Shakespeare. Et oui. Alors, Joss propose, on n'a qu'à inviter tous nos potes qui bossent dans le cinéma à venir à la maison, et on fait genre un film d'après une pièce de Shakespeare. Alors, sa femme lui répond, c'est parti. Banco. Banco. On y Voilà. va. Allez hop, c'est parti. Donc les potes techniciens et acteurs du couple répondent à l'invitation. Croyant d'abord qu'ils allaient juste participer à une lecture de Shakespeare pour le fun, ils se rendent vite compte qu'ils vont participer au tournage d'un film. Alors parmi ces potes, on trouve Amy Acker, qu'on a pu voir notamment dans Angel, Alexis Denisov de Buffy, Nathan Fillion, ou Nathan Fillion de Buffy également, mais qu'on connaît surtout récemment pour Castle. Castle donc. Clark. C'était censuré. Hein. C'était censuré, t'as Voilà. pas le droit de le dire. Voilà. Clark Gregg qui est Phil Coulson dans Avengers ou encore Sean Maher de Serenity. Alors la pièce choisie c'est Beaucoup de bruit pour rien, une comédie de Shakespeare datant de 1600 et qui nous présente deux couples qui se forment le temps d'un week-end. Un couple romantique, Claudio et Héro, séparés par deux méchants traîtres qui font croire à Claudio qu'Héro le trompe. Héro est une femme, mais finalement sauvés par la vérité triomphante. À côté d'eux, on a le pendant comique de ce couple, comme souvent dans les comédies romantiques du XVIIe siècle, Bénédicte et Béatrice, qui se forcent à croire qu'ils ne s'aiment pas, Béatrice étant trop fière pour aimer et Bénédicte trop timide pour croire qu'on l'aime. Voilà pour l'histoire de base. Alors le texte dit dans le film et le texte original de Shakespeare, c'est certes logique, mais ça fait un peu bizarre, hein, du moins au début. Parce que c'est censé se passer en Sicile, c'est pour ça les noms italiens, au XVIe siècle. Mais en fin de compte, le film, ça se passe de nos jours, aux États-Unis, et le décor ressemble plus à une villa chicose tendance Beverly Hills en ce moment, qu'à un château des rois d'Aragon au siècle des querelles dynastiques. Mais après tout, qu'importe, ça fait partie du deal quand on prend le parti pris d'une contextualisation, ou une recontextualisation. Sauf que, si on a l'audace de vouloir utiliser un texte d'époque pour une histoire se passant de nos jours, il faut réussir à faire résonner ce texte avec notre actualité. Alors Baz Luhrmann l'avait très bien fait en transposant la guerre de famille dans la ville médiévale de Vérone de Roméo et Juliette dans une guerre de gang à Verona Beach, sorte de Los Angeles gangsta puissance 1000 dans son Roméo plus Juliette, et ça fonctionnait vraiment pas mal. Et le texte de Shakespeare avait du coup une drôle de résonance qui était diablement efficace. Ici, on a du mal à comprendre l'intérêt de la transposition, à part le fait que ça coûtait moins cher en costume. Puisque bon, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent pas. Ils s'appellent tous Don machin, ils parlent au prince d'Aragon, une dynastie qui a quand même disparu en 1716. Et puis le vocabulaire propre à l'époque, épée, fourreau, cuirasse, deviennent des espèces de métaphores, ce qui au début est assez lourd à accepter. Et puis les situations, des personnages qui se marient 2 jours après s'être rencontrés, une femme rejetée de tous pour avoir connu le plaisir charnel en dehors du mariage, sont des situations qui sont assez loin d'être des problématiques actuelles. Bref, l'anachronisme est omniprésent, on le remarque beaucoup au début, puis on finit tant bien que mal à l'accepter. Bon, chose intéressante toutefois, les acteurs jouent plutôt bien le texte de Shakespeare, et ça permet de découvrir ces acteurs autrement, même si leur jeu reste quelquefois théâtral. Et c'est là tout le problème du film. Je ne comprends pas pourquoi Joss Whedon n'a-t-il pas fait une pièce de théâtre, car tout se passe dans un lieu unique,
Les acteurs jouent comme au théâtre. Et puis au théâtre, le non-naturalisme et l'anachronisme passent beaucoup plus facilement. Il est beaucoup plus facile à accepter au théâtre que le prince dragon ait un look de conseiller bancaire d'HSBC qu'au cinéma. Et puis je passerai sur l'univers de la haute bourgeoisie californienne, présenté dans le film, où tous les hommes sont en complet avec cravate et les femmes en robe de couturier. On a du mal, pareil, à comprendre pourquoi. Je passerai aussi sur le noir et blanc, relativement inutile et pas spécialement esthétique. Et je passerai également sur les versions pop déprimantes des chansons de troubadour de Shakespeare présentes dans l'œuvre originale. Après, si jamais Joss Whedon souhaite ouvrir une chambre d'hôte dans sa maison, le film est parfait pour faire sa promotion, parce qu'on voit, on voit toutes les pièces et le jardin de cette charmante villa. Et elle est belle? C'est plutôt une belle villa, ouais. On voit que ça rapporte de réaliser Avengers. D'accord. Voilà, et de travailler à Hollywood. Bon, le film n'est pas mauvais en soi, les acteurs sont plutôt bons et la pièce est comprise. Mais qu'apporte-t-il de nouveau? Rien du tout. Alors, amis élèves de lycée ou de collège qui m'écoutent, si vous avez une inter sur beaucoup de bruit pour rien et que vous n'avez pas envie de lire la pièce, bon, bah, vous pouvez toujours aller voir le film. Même si je vous conseillerais quand même la version de Kenneth Branagh, sortie en 1993 et pas recontextualisée pour le coup, et qui est beaucoup plus drôle. Car si le tragique de Shakespeare dans le film de Joss Whedon est très bien maîtrisé, le comique ne l'est pas beaucoup et certains passages dits drôles en deviennent assez lourdingues. Bref, un simple exercice de style, tourné en 12 jours, exercice relativement réussi. Ils se sont amusés, hein, c'est l'essentiel. Mais le film en lui-même est plutôt raté et ennuyeux. C'est pourquoi je lui donne un 5 sur 10. Un 5 sur 10. Voilà. Bon, la moyenne quand même. La moyenne quand même, ça parce va. que voilà, ils jouent bien les acteurs. Pour un truc fait à l'arrache, décidé en 2 jours, tourné en 12 jours, ouais, qui va lui rapporter malgré tout quelques centaines ouais, de milliers bien de dollars. Mais c'est vrai qu'il est, pour le coup, assez bien distribué au final. Il a la chance d'être Joss Whedon, ouais. C'est ça. Ça attire les gens. Les gens ils disent ah ouais, réalisateur d'Avengers, il a fait un film sur Shakespeare dernier. Et tout. Ça va JP, bien. hein, JP qu'on salue. JP qui était le voir oui. hier soir. Voilà, oui. Bah oui, mais JP, tu lui dis Joss Whedon. Oui, mais il est fan tu de lui ça, dis Buffy, Avengers, voilà. Il devait être un peu déçu quand même. À moins s'il aime les acteurs, bon voilà, les acteurs jouent bien, ils sont assez marrants dans ce rôle, mais bon sinon. Écoute, on lui demandera, on verra. Voilà. Hier soir, il y a une présentation par Michel Ciotat qui est un excellent, on va en profiter pour citer son nom, qui est un très très grand critique de cinéma qu'on a la chance d'avoir à Strasbourg, sur les positifs. Donc je pense qu'il a présenté le film, ça devait être au moins sympa pour ça. D'accord, ok. Ça marche. Voilà, en tout cas on le salue, l'ami JP, on lui fait des bisous. Voilà, des petits bisous. On va faire une pause dans cette émission Cinéphage. Merci Pierre pour tes critiques. Avec plaisir. Et on va continuer avec de la musique classique. C'est parti pour la chevauchée des Valkyries qui apparaît dans le film Apocalypse Now, voilà. Voilà.